vous, Sébastien Boussois. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur en relations euro-arabes, auteur de Guerre en Algérie, le trou noir de la mémoire. Alors cette fameuse mémoire algérienne, colonisation, guerre d'Algérie, c'est la première chose dont il a été question au cours de ce déplacement, bien sûr. On sait que c'est le thème de conflit numéro 1 entre Alger et Paris. Il y a pour l'instant la volonté manifeste que tout se passe bien. C'est ce que vous constatez, vous, de ces images ? J'ai plutôt tendance, je ne veux pas être rabat-joie, mais sans faire de jeu de mots, et j'ai plutôt tendance à considérer ça en réalité comme un cache-sexe, parce qu'il y a une forme d'appât qui est cette éternelle tarte à la crème de l'histoire, de la réécriture de l'histoire, de l'idée d'une histoire commune. J'apprécie énormément le travail de Benjamin Stora, il a d'ailleurs préfacé l'ouvrage, et l'idée d'une commission d'historiens est une bonne idée. D'autres pays ont essayé de le faire, je pense à Israéliens et Palestiniens par exemple, qui en 2008 se sont mis ensemble, sans la volonté de l'État, mais plus d'un point de vue associatif, pour essayer de réécrire une histoire commune. En réalité, il y a souvent beaucoup de mots derrière ces choses-là, parce que ce qui bloque, c'est deux choses. La première, c'est les témoignages. Petit à petit, il va en rester de moins en moins, et d'ailleurs dans le rapport de Benjamin Stora, il y a une sorte de course à l'échalote pour essayer de récupérer le plus possible de témoignages avant que malheureusement ces personnes progressivement disparaissent. J'avais été frappé par un chiffre qui est sorti dans Le Monde hier et qui expliquait que près de 40% des Français ont en réalité un lien plus ou moins ténu avec l'Algérie, que ce soit évidemment les Français d'origine algérienne, que ce soit les enfants de pieds noirs ou les pieds noirs, que ce soit les enfants d'appelés du contingent, que ce soit les harkis bien sûr, que ce soit toutes ces personnes, elles ont des choses à dire. L'autre problème, c'est les archives, et votre journaliste l'a effectivement souligné, ça coince souvent aux entournures du côté d'Alger, parce que la France a quasiment libéré une grande partie des archives, et ce depuis 2000. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Benjamin Stora, à Guy Pervilliers et d'autres historiens de travailler. Mais la plainte systématique des Algériens, des historiens algériens, c'est de ne pas pouvoir avoir accès à toutes les archives, en plus de difficultés d'un point de vue linguistique. Donc ça, ce sont des mots. Cette commission mixte, pardonnez-moi Sébastien Boussois, c'est pas justement le signe qu'Alger est prêt enfin à les rendre librement accessibles ? Mais Alger est toujours plein de choses, à l'ouverture, à la démocratisation, à l'accès aux archives, à une relation apaisée avec la France. Et en réalité, je trouve que c'est toujours, bien sûr, pour des raisons légitimes. La France, et d'ailleurs Boualem Sansal l'a rappelé dans un article récemment, où il disait clairement que Alger et que le régime algérien profitent de cette situation du gaz. C'est pour ça que je parlais de cache-sexe, bien évidemment, tout à l'heure, pour en demander plus et davantage du côté de la France, ce qui ne remet même pas en cause la situation du gouvernement algérien, qui est sur certains domaines pire que les dernières années de Bouteflika. Donc je trouve qu'on marche sur des œufs, et il ne faudrait pas non plus en faire de manière trop ostensible et trop hypocrite quelque part, juste pour quelques millions de mètres cubes de gaz dont on a besoin actuellement. En tout cas, on peut dire que vous parlez sans langue de bois. Vous évoquiez Benjamin Stora il y a un instant. Justement, on a interrogé l'historien ce matin, auteur, on s'en souvient, d'un rapport sur la réconciliation des mémoires. Écoutez. La question coloniale n'est pas une question du passé, enterré, perdu et archaïque. C'est une question du présent. C'est une question actuelle sur laquelle insistent malheureusement beaucoup d'extrémistes qui jouent de ces trous de mémoire, de ces silences pour reconstruire des récits fantasmés et fabriquer quelquefois des identités meurtrières. Donc, il faut s'affronter à ces questions et poursuivre le travail d'élucidation de tous les côtés. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce rapport qui donc, comme vous le voyez, continue. Oui, alors oui, si quand même, Sébastien Boussois, une petite réaction à ce que vient de dire Benjamin Stora. Il l'explique de manière très claire. Il y a l'histoire et il y a ensuite l'instrumentalisation qu'on peut en faire. C'est souvent la difficulté. Les Algériens, le pouvoir algérien l'a fait, la France a pu aussi l'instrumentaliser. Ce qui est très compliqué, c'est que ce n'est pas la mémoire de la guerre d'Algérie, ce sont les mémoires. Et ce sont à la fois des mémoires personnelles, des mémoires familiales. Les Pieds Noirs ont vécu ça comme un drame tragique, les Algériens aussi. La vraie question de la réconciliation historique, elle reste évidemment extrêmement compliquée, et on voit bien qu'évidemment, que ce soit à chaque élection présidentielle, on a ce sujet qui revient sur la table, parce que la Ve République dans laquelle nous vivons a été bâtie, a été construite sur les restes et sur la fumée de la guerre d'Algérie. Donc on voit bien qu'évidemment, le passé, comme disait l'autre, ne passe jamais. Et ce que fait Benjamin Stora, il le fait en tant qu'historien, il le fait de manière extraordinaire. À un moment ou à un autre, on se retrouve confronté évidemment à la question
politique, et notamment du côté algérien, du monopole de cette mémoire par le FLN, qui peut-être donnera quelques archives, mais qui ne tient aujourd'hui que sur cet argument permanent de dire en gros que si nous n'avions pas été là, dixit le FLN, la France serait encore en Algérie, ce qui du coup tue toute critique à l'égard du gouvernement ou du parti en place depuis maintenant quand même 60 ans. Et alors, restez avec nous, hein, bien sûr, Sébastien Boussois. Patrick Martin-Genier, est-ce que la France est en train d'avaler des couleuvres pour quelques mètres cubes de gaz, comme le dit ce spécialiste Oui, non, mais ce qui vient d'être dit est tout à fait pertinent. Je crois qu'il ne faut pas idéaliser pour l'instant cette relation. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour nous réconcilier avec le peuple algérien, qui est un grand peuple, 44 millions d'habitants, bientôt 10 de plus dans quelques années. Et donc, le problème, c'est que cette notion... il y a encore beaucoup de revendications vis-à-vis de la colonisation. On en veut encore à la France de cette colonisation. Et lorsque vous écoutez quelques ressortissants algériens, on nous dit « ça ne sera pas soldé tant que la France ne se sera pas excusée ». Donc on peut faire tous les devoirs d'historien que l'on veut, c'est très bien. Ce qu'on demande à la France, si vous me permettez disons que c'est pas ça, mais comparaison, mais rappelez-vous Willy Brandt vis-à-vis de l'Allemagne de l'Est et du nazisme, il s'était agenouillé, il s'était excusé. On n'en demande pas autant à la France, mais peut-être qu'un jour il faudra se dire oui, alors qu'Emmanuel Macron avait dit que la colonisation était quand même un crime contre l'humanité, eh bien il n'a pas poussé la logique jusqu'au bout en s'excusant. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et par ailleurs, cette notion de rente mémorielle a fait beaucoup de mal en Algérie. Je crois qu'on a très mal vécu cette notion de rente mémorielle, c'est-à-dire en fin de compte, ça signifie que l'Algérie continue à profiter de la colonisation pour en vouloir et instrumentaliser. La rente mémorielle, ce sont les propos du président de la République lors de son dernier déplacement. Et aujourd'hui, il faut dire aussi, attention, il ne faut pas idéaliser, car ce régime est un régime très autoritaire, c'est un régime présidentialiste, les députés n'ont pas beaucoup la parole, il y a des gens qui sont enfermés pour des délits d'opinion, et par exemple, les Berbères et le peuple amaguise ne peut plus ériger le drapeau berbère de la Kabylie sans encourir, on parlait de la Russie tout à l'heure, mais ici, sans encourir le risque d'être enfermé. Enfin, il faut tout reconstruire les actions économiques entre l'Algérie et la France. Si la France et l'Union européenne sont les principaux exportateurs pour l'Algérie, eh bien, les principaux importateurs, c'est qui? C'est la Chine. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une vraie compétition, une vraie concurrence entre les puissances vis-à-vis de l'Algérie qui, je crois, exporte essentiellement de l'exportation du gaz et du pétrole. Alors Magali, je vous fais réagir dans un instant. On va écouter ces fameux propos d'Emmanuel Macron dont vous parliez, qu'on a justement. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Voilà, c'est là, le principe de réalité qui rattrapa le président de la République une fois élu, effectivement, comme le disait Patrick Martin-Genier, il n'y a pas eu ces excuses présentées ensuite. Il y a même eu une polémique en septembre 2021 quand Emmanuel Macron a parlé de rente mémorielle. Ce travail de mémoire, il est effectivement nécessaire. Emmanuel Macron tente de l'entreprendre avec cette annonce qui n'en est pas vraiment une, nous disait Bastien Auger, et ces préconisations, ces annonces du rapport formulé par l'historien Benjamin Stora. Chaque président de la République a fait sa part des choses. Je me souviens, en se replongeant un peu dans les archives, sous le quinquennat de François Hollande, il y avait eu l'annonce de l'activation d'un groupe de travail conjoint sur les archives, constitué donc en 2013. Et puis si on remonte encore un peu plus loin, des déclarations de Jacques Chirac sur le nécessaire travail de mémoire. On voit que c'est un peu l'histoire sans fin, surtout quand on vient se mêler d'autres sujets, notamment économiques, notamment migratoires, diplomatiques, qui ne rendent pas forcément plus simple ce travail de mémoire. Oui, moi, je regardais les déclarations du président Tebboune hier et d'Emmanuel Macron. Il faut regarder vers l'avenir, tracer des perspectives prometteuses. Ça, c'est ce que disait le président algérien. Et Emmanuel Macron promettait l'ouverture d'une page nouvelle, regarder le passé en face sans tabou. Ça fait combien de temps, malheureusement, qu'on entend ces propos-là, qu'on va ouvrir une page nouvelle, en effet, regarder ensemble vers l'avenir, mettre le passé de côté pour mieux avancer. Et on voit bien à quel point c'est compliqué. Et à chaque fois, il y a régulièrement ces nouvelles brouilles, ces moments de tension avec l'Algérie qui reviennent. Là, c'est vrai que cette visite, elle est compliquée pour Emmanuel Macron. Et c'est vrai, comme le disait notre invité tout à l'heure, il marche un peu sur des œufs parce que
Le président Tebboune, c'est quand même la suite du système Bouteflika. Comme vous disiez, c'est exactement, c'est la continuité. Il est contesté, ce président, par une grande partie de la population, notamment par la jeunesse qu'on a vu descendre dans la rue. C'était le fameux mouvement Irak avec ces manifestations monstres qui aujourd'hui n'existent plus, mais il reste cette contestation. Et c'est pour ça qu'à l'Élysée, on insiste beaucoup sur le fait que, certes, on parle avec les autorités algériennes, mais Emmanuel Macron veut aussi parler à la jeunesse algérienne. Et quand on regarde le programme, c'est très flagrant parce que il a rendez-vous avec des start-upers, il veut parler à cette jeunesse, il va les voir. Même demain, des danseurs. Donc il y a une volonté de se tourner vers la société algérienne, et de saluer la modernité de cette société algérienne. Mais il est évident qu'aujourd'hui, l'Algérie a une carte à jouer géopolitique avec le gaz, tout le monde la convoite. Évidemment, le président Tebboune a quand même une position de force qu'il va essayer. Il va essayer de jouer avec une carte maîtresse. On voit arriver en direct, justement, Emmanuel Macron à ce fameux cimetière Saint-Eugène où on était en direct il y a un instant avec Bastien Auger. Et on voit ce dépôt de gerbes, cet hommage rendu par le président de la République aux soldats morts pour la France au cours donc des 2 guerres mondiales. Au mort. En général, Richaud a un moment fort, hein, bien sûr. C'est un hommage aux soldats français enterrés en Algérie. Voilà pour cette Marseillaise en direct du cimetière européen Saint-Eugène à Alger, où se trouve donc le chef de l'État Emmanuel Macron venu rendre hommage à ces soldats morts pour la France au cours des 2 guerres mondiales. Général, une réaction à ces images? Eh bien, écoutez, d'abord c'est très émouvant parce que ça rappelle aussi, je veux dire, tous ces soldats qui sont morts pour la France. Il y a eu beaucoup de soldats nord-africains qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Il y en avait à Verdun, etc. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis surtout la Deuxième Guerre mondiale, l'armée d'Afrique, c'est celle qui a libéré la France. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis la promotion générale de Montsaber, qui a commandé la 3e de Saint-Cyr, qui a commandé la 3e division d'infanterie algérienne, qui était à Monte Cassino, qui est entré dans Rome, etc. Et j'ai été capitaine au 1er régiment de Spahis, qui est le 1er régiment de Spahis marocain. C'est pour dire combien le souvenir de l'armée d'Afrique est présent encore aujourd'hui dans nos armées. La 3e DIA, elle a 3 croissants. Les symboles sont marocains. Le 1er Spahis, c'est l'étoile chérifienne, le symbole du régiment. Donc on s'imagine ce que ça représente aussi pour nous, militaires, cette histoire commune qui est très importante.
importante. Et donc, c'est un symbole de récapitulation. Moi, honnêtement, je m'en félicite. Je ne sais pas si c'est durable, etc. Enfin, on verra bien ce que... Mais je pense que 60 ans après l'indépendance, nous sommes voisins. Nous sommes voisins. Il est temps de se rencontrer et essayer d'aplanir nos différences mémorielles. Alors, je voudrais juste dire un petit mot. Quand le président Macron, je crois qu'il était encore candidat à parler de crime contre l'humanité. Hein. Moi, je trouve que le terme est un peu fort parce que le crime contre l'humanité, d'un point de vue juridique, c'est la volonté programmée, c'est-à-dire une volonté étatique d'effacer un peuple. Oui, et je pense que ça n'a jamais été le projet colonial de la France, dans toute sa maladresse, dans les massacres qui ont été faits, comme les massacres de Sétif, etc. en 1945. Il y a eu des exactions, des massacres, effectivement. Mais je pense que la notion de crime contre l'humanité, honnêtement, ne s'applique pas à la colonisation française. En tant que président, d'ailleurs, Damien Fleureau. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le général Richoux. Il est hors de question de qualifier cela. D'ailleurs, qualifier crime d'humanité, génocide, c'est aussi une affaire d'historien et politique. Mais en fait, ce qu'attendraient les Algériens, c'est qu'on s'excuse pour les crimes commis à l'occasion de la colonisation. Et c'est cela qu'on attend de la France et ce qui n'est pas venu. Et donc, effectivement, des crimes, il y en a eu. Voilà. Et il y a un gros débat. Et puis, c'est le débat sur la repentance. Mais voilà. Non, c'est pas de la repentance. C'est pas de la repentance. Non, mais bien sûr. Mais alors, il nous reste 2 petites minutes, pardonnez-moi, mais Sébastien Boussois est toujours en ligne avec nous. Alors, on vous a laissé un petit peu de côté pour le temps de cet hommage. Mais quelle est votre réaction déjà, effectivement, à cette autre part de l'histoire commune qui est rappelée là aussi, voilà, c'est une part importante de l'histoire de la libération de la France et de l'Europe qui est née en Afrique du Nord et en Algérie. Ça fait aussi partie de notre histoire commune. Est-ce que Sébastien Boussois est toujours en ligne avec nous et nous entend? Alors, on a perdu Sébastien Boussois. Oui, absolument. Oui, je t'entends. Pardon. Ah, ouais, Sébastien Boussois, vous êtes de retour. Oui, vous avez assisté comme nous à cet hommage, à ce rappel de l'histoire qui lie nos 2 pays sur bien des points, et notamment celui aussi de la libération. Absolument. Je pense que les symboles comme ce matin sont importants. Comme l'a rappelé d'ailleurs, comme l'a rappelé Stora tout à l'heure, mais évidemment au-delà de ça, il faudra voir des 2 côtés. Alors l'idée de crime contre l'humanité est effectivement une définition légale qui est arrivée après 1945 dans l'émergence de ce droit international. D'ailleurs, il est revenu dessus, Macron, sur cette histoire, puisqu'il s'est excusé auprès des Pieds Noirs quand il avait fait un déplacement, notamment, je pense à Perpignan, à Montpellier, mais à mon avis c'était Perpignan. Et donc évidemment, il a fait un pas en arrière. Je crois qu'il y a Sétif, bien sûr, mais dans la reconstruction de l'histoire aussi, et du coup dans ces 2 mémoires, ces doubles mémoires, il faudra aussi évoquer et travailler sur le massacre d'Oran qui a eu lieu 3 mois après les accords d'Évian, où on a eu 700 Européens qui ont été massacrés par les Algériens à 2 jours avant la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Et les historiens, d'un côté et de l'autre, doivent aussi évidemment travailler sur cela, pas que dans un sens, mais en tout cas c'était quand même 700 personnes et ce sont des civils. Donc il y a eu les militaires, il y a eu aussi évidemment la question des règlements de compte au niveau des civils, et ça évidemment c'est aussi une part importante sur laquelle il faudra travailler pour expurger cette douleur commune. On vous remercie beaucoup Sébastien Boussois d'avoir pris le temps de nous répondre.